IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons nous enflammer ce soir. Nous enflammer pas comme la cathédrale Notre-Dame, mais pourquoi pas. Nous allons nous enflammer avec Émilie Sablon. Émilie Sablon, c'est votre premier roman. Émilie, bonjour. Bonjour Joël. Oui, tout à fait. C'est mon premier roman paru en juillet 2018. D'accord, qui s'appelle Enflammé. Dessus, il y a une femme avec des cheveux en feu. Dites-nous pourquoi vous avez eu envie d'écrire déjà. Moi, j'ai travaillé auparavant dans le commerce et dans le thermalisme, et c'est des environnements où je me suis pas trop épanouie. J'avais besoin de faire quelque chose vraiment qui me plaisait, et du coup, donc j'ai pris un petit moment pour réfléchir, et c'est tout naturellement que je me suis tournée vers l'écriture parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, et j'avais envie de partager justement des histoires avec le public. Alors, Enflammé, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Rose, qui est une éternelle adolescente, adolescente. Vous dites pourquoi adolescente? Oui, parce que du coup, elle a l'âge adulte, elle a la trentaine, comme vous le dites, mais du coup, elle a le comportement encore un peu adolescent, pas vraiment posé dans la vie, qui fait un peu les responsabilités. Et justement, là, le destin va lui offrir une opportunité de se révéler, de prendre ses responsabilités, de devenir adulte. Donc elle partage sa vie entre un job alimentaire, elle est caissière dans un supermarché, et elle a une chienne Moon, comme la lune, qui est une chienne loup. Oui, c'est ça, une chienne loup de Sarlos. Et cette chienne, elle l'a récupérée dans un chenil, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est naturellement qu'elle a voulu recueillir un animal, et donc elle lui donne beaucoup d'affection. C'est vrai que la chienne est très présente, et en fait, c'est la chienne qui lui donne envie de vivre et de s'ouvrir au monde. Elle vit dans la maison de sa grand-mère qui est décédée il y a peu de temps, et donc elle a quand même cette chance d'avoir cette maison qu'elle va quitter pour suivre un étonnant personnage qu'elle a rencontré. Et qui va faire voler en éclats toute son existence. Vous pouvez nous raconter la rencontre? Oui, alors du coup, en fait, elle va rencontrer Anouva, qui va devenir son guide. Anouva, en fait, c'est l'interprète de la Terre, c'est-à-dire qu'elle sert d'intermédiaire entre la Terre et les gardiens qu'elle a désignés pour combattre les égrégores. Donc Anouva, elle va lui annoncer donc sa mission, et du coup, à Rose de choisir si elle accepte ou non de s'engager dans ce combat. Rose et ses alliés, parce qu'elle ne sera pas seule, ils seront 4 en vérité, on peut dire des êtres élus, devront entamer un parcours initiatique pour recouvrer leur pouvoir issu de leur vie antérieure. D'où vous est venue l'idée qu'on aurait peut-être perdu nos pouvoirs qui étaient dans une vie antérieure? Je crois quand même aux vies antérieures, futures, et du coup je trouvais ça intéressant de jouer un petit peu avec ce concept et d'en faire quelque chose d'un petit peu de fantastique. Justement, moi c'est vrai que je suis assez fan des super-héros comme les Marvel, etc. Et moi j'ai besoin un petit peu de fantastique, c'est ça qui me fait rêver. C'est vrai que j'avais envie de leur donner des pouvoirs et d'en faire des super-héros qui vont sauver le monde. Qui vont sauver le monde, parce que le monde est dans un triste état. Le monde est en évolution et il apprend chaque jour. Il est en train de se responsabiliser, tout comme les héros. Il y a des choses qui sont en train de sortir, d'être mis en lumière, donc à la conscience de tous. Et donc c'est bien, donc on va dans le changement, et pour moi ça reste quelque chose de très positif. Ça va être une façon de rencontrer 3 autres personnages. Il y a Juliane, je sais pas. Juliane, qui est beau comme un dieu et dont elle va tomber amoureuse. On le sait, on s'en rend compte qu'elle est amoureuse quand même de Juliane. Juliane, donc du coup, ça sera un petit peu le scientifique de l'équipe. Donc lui, il exerce un emploi compliqué. Ça m'amusait de jouer aussi avec des notions qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Et du coup, ouais, c'est un peu le personnage qui rationalise, qui met du sens un petit peu scientifique à cette aventure. Et donc oui, c'est naturellement que l'attention de Rose se tourne vers ce personnage parce qu'il est intelligent, il est doux, il est sensible, il partage également la même vision du monde. C'est son complémentaire, on le verra dans le livre. Il y a 2 autres personnages, une jeune femme, Tania,
Tania. Alors elle, on peut pas dire que ce soit une sportive, pas vraiment. Par contre, c'est la guérisseuse, on peut dire la guérisseuse du groupe, hein, celle qui va essayer de les remettre debout quand ils s'écroulent. Oui. Et puis elle s'est mise en couple avec le 4e personnage, Greg, qui lui au départ paraît assez désagréable, tout du moins à Rose. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, Greg, lui? Alors Greg, il dirige un club d'arts martiaux en fait. C'est vrai que c'est le sportif du groupe, le combattant, le champion quoi. Donc lui, il s'est très vite enthousiasmé pour cette aventure qu'on lui propose et il a hâte justement, c'est un challenge pour lui d'aller se mesurer à un genre nouveau d'adversaire dont les égrégores. C'est quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu et c'est naturellement qu'il s'engage dans ce combat. Alors, c'est quoi se battre contre des égrégores? Les égrégores, donc, c'est des entités qu'on pourrait apparenter à la notion d'inconscient collectif. Et donc, du coup, en fait, pour le dire simplement, ce serait des entités qu'on crée avec nos pensées, qui se nourrissent donc de nos pensées, de nos émotions. Et celles-ci vont nous influencer selon la logique qu'ils ont engendrée. Et donc, ces fameux égrégores, ils vont se matérialiser dans notre dimension à travers 3 portails dimensionnels. 3 portails dimensionnels qui se trouvent en Roumanie, je crois. Hein. Le premier, oui, tout à fait. Il se trouve en Roumanie. En Roumanie, on n'a pas vraiment la fin du combat, puisque, on va le dire tout de suite, mais c'est à suivre. Hein. Il y aura une trilogie, c'est ça? Je pensais le faire en 2 tomes. D'accord, moi je pense qu'il y en aura 3, puisqu'il y a 3 portails. Voilà, donc le but c'est de nettoyer la Terre. Oui, c'est ça, ouais, de lui permettre de s'alléger afin qu'elle continue son évolution et qu'on aille vers des rapports avec le vivant plus doux, plus serein, plus harmonieux. Il est question de pyrurgie et non pas de pyromanie dans le livre. Oui. Et c'est vrai que la nuance est importante parce que la pyromanie, ce serait donc quelqu'un qui met le feu volontairement et une connotation un petit peu destructrice là-dedans. Et la pyrurgie, c'est quelqu'un qui a la capacité d'engendrer le feu par la volonté, par la pensée et de le contrôler, de le maîtriser. Et là, du coup, après, on peut faire ce qu'on veut. Pour moi, il y a moins la notion de destruction. Il y a aussi, on peut en faire ce qu'on veut. Ça peut être positif et négatif. On peut détruire pour créer à nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'allumer une allumette uniquement par la pensée? Dans l'imaginaire, tout est possible. Dans l'imaginaire. C'est pour ça que je parlais de Notre-Dame de Paris au départ. Hein. C'est vrai que oui, c'est drôle de coïncidence. Oui, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que voilà, c'était peut-être... je le lisais au moment où Notre-Dame s'enflammait aussi. Alors il y a ça, il y a aussi le don des langues, de connaître toutes les langues. La xénoglossie. Ça, c'est quelque chose qui est inné ou c'est quelque chose qu'on peut obtenir? Non. Oh, ça, c'est une grâce dans le livre. C'est vraiment un cadeau qu'on nous fait. Puis, franchement, ça serait pratique. Hein. Plus besoin de s'embêter à apprendre toutes ces langues. Non, pour moi, c'est un don. C'est quelque chose qui est donné. Alors, cette fameuse Anouva, c'est qui cette femme? Elle sort d'où à votre avis? Parce qu'on a peu de renseignements sur elle. Oui, alors Anouva, donc elle est originaire d'Inde et en fait, moi je la vois comme un guide très éveillé, qui a accès à beaucoup d'informations et avec tout ce savoir, toutes ces connaissances, elle a su établir un lien avec la Terre et du coup elle sert vraiment d'intermédiaire et elle sait ce que la Terre veut. Elle va l'aider à y amener. Alors il y a un deuxième rapport avec Notre-Dame de Paris, c'est qu'on se rend compte que l'endroit où ils vont s'entraîner en vue de ce premier combat. C'est financé comme Notre-Dame pour les réparations. C'est financé par des mécènes. Ces mécènes-là sont des initiés un petit peu à ces choses ésotériques. Du coup, ils veulent apporter leur soutien financier à ce combat pour qu'il y ait une issue favorable et permettre à la Terre d'évoluer dans le sens qu'on aimerait tous. Oui, mais en même temps, la façon dont ils réagissent dans votre livre, on peut dire qu'ils sont quand même assez froussards. Ils sont assez froussards, ces donateurs. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être initiés, mais non, ils sont pas initiés, ils sont curieux surtout. Oui, c'est vrai, on peut le dire. Après, c'est vrai que quand on n'a pas de pouvoir, c'est moins facile aussi. Donc non, c'est vrai qu'en fait, on est tous interdépendants pour moi.
et on a tous besoin des uns et des autres. Donc nos héros, ils ont la force, ils ont le pouvoir, on les envoie au combat, et nos donateurs, ils sont importants parce que bon, ils apportent leur aide financièrement. Et c'est grâce à ça qu'ils ont un cadre privilégié à l'écart du public où ils peuvent faire leurs entraînements en privé sans choquer la population avec leur pouvoir. Et pour moi, je pense qu'on a tous un rôle et il n'y a pas moi je fais plus que toi, on est tous différents et on contribue tous à notre manière. Tout est important. Alors, c'est pas des prières hein, pour sauver la Terre, c'est plutôt un combat final. Et c'est aussi créer un égrégore que de se mettre comme ça, ou à faire de la méditation ou des prières, ou à rentrer en combat contre le mal. Moi, c'est vrai que donc j'aime beaucoup le cinéma. Les films que j'ai regardés, je trouvais ça toujours très manichéen, donc le bien, le mal, avec des démons qu'on doit combattre. Et moi, c'est vrai que j'avais voulu montrer un petit peu autre chose, que le bien et le mal, c'était surtout des notions, en fait. Que la chose vraiment sur laquelle on devait travailler, c'était nos pensées, parce que nos pensées créent la réalité, et autant à penser à ce que l'on veut et pas à ce que l'on veut pas. Ouais, c'est compliqué d'arrêter toutes ces pensées, parce qu'on se demande qui pense. Ah oui, tout le monde pense, le mental tourne en boucle tout le temps, et c'est vrai que du coup, la méditation aide, la marche dans la nature, des choses un peu qui nous relient à la terre, ça nous aide à plus nous centrer et à être moins dans le mental. Et quand on a une pensée qui arrive, des fois on peut se demander d'où elle vient. Et c'est un peu ce qui se passe dans votre livre aussi, hein, c'est-à-dire que même dans le combat final, on va pas tout dévoiler, mais Rose a quelques scrupules à détruire. C'est pas un personnage, à détruire une espèce de monstre qui lui paraît pas si monstrueux que ça. C'est ça, c'est justement, je voulais atténuer le côté manichéen et montrer que c'était plus compliqué que ça, quoi. Tous les personnages la poussent à le faire et elle se demandera toujours si elle a eu raison ou pas. Alors il y a Greg, lui, il a la possibilité de repérer et d'exploiter les failles de ses ennemis. Oui. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de lire dans les gens et en sachant leurs points faibles. Oui, c'est exactement ça. Il décèle en fait les failles de ses victimes. Pareil, c'est en lien avec une de ses vies antérieures. C'est ce qui l'en a ramené. Est-ce que dans la suite du livre, finalement, on les retrouvera tous les quatre dans une autre vie antérieure où ils se connaissaient? Ah ben ça, je ne peux pas en parler pour l'instant. Vous ne l'avez pas écrit encore? Si, c'est dans ma tête, mais ça, je préfère garder la surprise, en fait. Oui, parce qu'il y a un autre personnage qui apparaît et... Artus, oui. Ouais. Comment il s'appelle? Artus. Artus, lui... Et c'est vrai que, sans trop en dévoiler, mais c'est vrai que c'est lié, hein. Donc ça voudrait dire qu'on se retrouve de vie en vie? Oui, c'est une possibilité. Moi, je pense que ça se passe que ça peut se passer comme ça, que on se retrouve de vie en vie, puis un coup, les rôles se sont inversés. Après, ça peut se passer différemment, hein. Chacun est libre de croire ce qu'il a envie, mais c'est une possibilité. On va parler un peu de Moon. Moon fait aussi partie de la troupe. Oui, c'est un personnage à part entière, ouais. Bon, elle va pas se battre, elle n'est pas là pour se battre. Non, c'est la mascotte de l'équipe. C'est la mascotte de l'équipe et c'est le point faible de Rose. C'est ça. Donc Rose va être obligée de la confier à des personnes qu'elle connaît pas. Donc à faire confiance aussi, c'est ça. À avoir un peu confiance dans les autres. Oui, c'est ça, avoir placé sa confiance dans autrui. Puis s'apercevoir que finalement on n'est pas déçu. Et puis c'est vrai que je trouvais ça un petit peu original d'inclure un animal, enfin un chien dans un roman. C'est vrai que c'est peu commun et pourtant on est beaucoup de Français à en avoir, donc on aimerait en retrouver plus souvent. Enfin, en tout cas pour ma part en tant que lectrice, c'est vrai que j'aimerais en retrouver plus souvent dans les livres que je lis. Il y a beaucoup de chats, je crois qu'il y a plus de chats que de chiens maintenant. Oui, c'est ça. Alors, ils ont quand même des entraînements assez spécifiques. Est-ce que vous conseillez aux gens qui lisent le livre de pratiquer ces entraînements ou pas? Du coup, tout est bon à prendre. Donc, parmi les entraînements, il y a de la concentration, il y a de la méditation, c'est surtout en fait une métaphore de s'exercer à quelque chose et de prendre conscience en ses possibilités. Et avec le travail et la volonté, c'est comme ça qu'on y arrive. Ce serait plutôt cette métaphore-là qu'il faudrait retenir. En tous les cas, il vous a fallu de l'imagination pour, en ce qui concerne l'entraînement de Rose. Il y a beaucoup d'imagination dans ce que vous faites, dans ce que vous avez écrit. Énormément d'imagination. Il ne s'agit pas d'allumer le feu, mais de l'éteindre aussi.
Oui, j'ai vraiment voulu me mettre à la place du personnage, parce que du coup, c'est vrai que, comme je disais, elle use de chirurgie, et je voulais vraiment l'incarner, voir ce qu'elle ressent, et du coup, j'espère l'avoir décrit au mieux. Donc elle a la capacité d'allumer, de contrôler n'importe quel feu. Ça serait bien aussi de pouvoir éteindre le feu comme ça. Ça serait bien d'avoir cette capacité-là. Oui, c'est sûr, surtout avec l'événement qui s'est produit il y a peu de temps, comme vous le citiez. C'est vrai qu'avec un pouvoir comme celui-ci, ça aurait été bien pratique de l'éteindre plus rapidement, enfin, dès que possible. Moi, je suis allée voir quand elle brûlait. J'ai demandé qu'il pleuve. Malheureusement, il n'a pas plu avant le lendemain matin. J'aurais pas eu l'idée d'éteindre le feu avec la volonté. Je pensais que la seule chose qui pouvait éteindre le feu, c'était l'eau. Oui. Et ce feu, finalement, elle l'a dans le cœur. Hein. Elle se rend compte que c'est son cœur. Oui, qui est la source de son pouvoir. Et en ce qui concerne Juliane, on peut dire qu'il le mettrait où, son pouvoir? Juliane, sans trop en dévoiler, du coup, c'est vrai qu'il n'avait pas cette forme-là dans une autre de ses vies. Alors du coup, c'est tout, c'est l'ensemble de son corps, de son organisme, en fait, qui le produit. Ça sort, lui, de ses mains, et à l'instar de ce qu'il a été, ça pourrait sortir aussi de sa bouche. C'est ce qu'il découvre dans la fontaine. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est la scène la plus, je trouve, la plus mythique du livre. Oui, c'est vrai que moi aussi, c'est une de mes scènes préférées. C'est ce rituel initiatique avec sa part de mystérieux. C'est vrai que moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Le premier combat sera donc, on peut dire, plus ou moins terminé dans le chapitre 1. Là, j'ai vu quelqu'un qui a parlé de votre livre. C'est une blogueuse qui s'appelle Les Lectures de Mini Bulle, et elle dit qu'elle s'est enflammée en lisant votre livre. Elle s'est enflammée, qu'elle attend la suite avec impatience. Vous avez des retours sur votre livre? C'est vrai que du coup j'ai été sollicitée par plusieurs chroniqueuses, plusieurs blogueuses donc, et dans l'ensemble les retours sont assez bons. Il en revient que la lecture reste fluide, oui. Et les personnages sont attachants. Et le dernier article que j'ai eu, j'étais contente d'avoir une vue d'ensemble. La chroniqueuse s'attachait plutôt à montrer que le roman était un hommage à la terre-mère, et c'est vrai que cette remarque, ça m'avait beaucoup fait plaisir. Oui, c'est un hommage à la terre-mère. Moi, je l'ai plus lu au moment de la catastrophe de Notre-Dame, donc je me suis enflammée aussi en lisant le livre. Je me suis dit, c'est quand même très symbolique, cette jeune femme qui a la possibilité d'éteindre le feu, donc ça m'a ramené à l'actualité, mais c'est vrai que c'est un combat pour la planète. Ces égrégores sont censés être des formes pensées, alors? Les formes pensées, en fait, ça serait quelque chose de plus, à mon sens, ça serait quelque chose de plus individuel. Tandis que les égrégores, ça serait vraiment au niveau du collectif. Moi, après, j'ai pas les perceptions subtiles pour dire quelle forme ils prennent, mais du coup, pour moi, ça serait dans le livre, en tout cas, ça serait des entités, donc nées des pensées collectives, quelque chose d'important, quoi, Mais qui prennent forme. Et du coup, là, tout à fait, ils vont prendre forme grâce à un portail dimensionnel. C'est ça qui va leur permettre de se matérialiser dans notre monde. Parce que du coup, nous ne sommes pas sur le même plan. Et donc, vous dites qu'il y aura trois portails sur la planète. 3 portails, dont un en Roumanie. Oui. Les 2 autres, est-ce qu'il y en a un en France? Et ben du coup, là, pour l'instant, je me tâte encore. J'avais pensé peut-être un peu les pays nordiques pour les seconds. Pour l'instant, je ne suis pas encore fixée. Mon choix n'est pas arrêté. Mais c'est vous qui le fixez. Pourquoi vous avez fixé la Roumanie en premier? À cause de Dracula? Non, pourquoi vous avez... Ouais. La Roumanie, justement, c'est vrai que du coup, on connaît tous Dracula qui vient de là-bas. En fait, je l'ai choisi par rapport à la forêt qui existe là-bas, et elle existe réellement, cette forêt. Elle est mystérieuse, inquiétante, et il y a des phénomènes qui s'y passent, comme des brûlures de la peau quand on y reste. Et d'après la légende, donc de mémoire, il y aurait un berger avec son troupeau de brebis ou de moutons, je ne sais plus, qui s'était engouffré là-dedans et qu'on n'a plus jamais revu. Et du coup, ça attire toutes sortes de chasseurs d'ovnis ou de fantômes. Et donc, dans cette fameuse clairière qui existe elle aussi,
Donc ils vont camper la nuit et puis ils jouent un petit peu à se faire peur et certains disent qu'on entend encore bêler les fameuses brebis. Donc la Roumanie, oui, cette forêt-là existe réellement et c'est vrai que je m'en suis beaucoup inspirée. Je l'ai transposée dans mon livre en jouant un petit peu avec le nom. Comme tous les lieux, je plante le décor. À chaque fois, je joue un petit peu sur le nom. Oui, avec Clermont-Ferrand, par exemple. Oui, voilà. Je me suis dit, est-ce que c'est... Ou pour les Lyonnais, le parc de La Croix-la-Bannière, qui n'est autre que le parc de La Croix-Laval. Ouais, parce que Clermont-Ferrand, je me suis dit, est-ce que c'est une faute de frappe ou est-ce que c'est un jeu de mots et... Non, ça a été redonné une fois après, donc c'était pas une faute de frappe. Alors, le lieu, donc, en Roumanie existe vraiment, c'est à nous de le découvrir. Si vous osez vous y aventurer. Bon, ben, on va attendre avec impatience le deuxième tome. Il s'appellera comment, le deuxième tome? Enflammé la suite ou Alors, il gardera toujours Enflammé, tome 2, tout simplement, pour que les lecteurs puissent se repérer. Et puis, comme vous le dites, si jamais il y en a un troisième, voilà. Voilà, donc pour l'instant, Rose et ses compagnons se reposent en attendant le tome 2 de Enflammé. C'est publié aux éditions... C'est en auto-édition. C'est en auto-édition. Alors, comment on se le procure? Par Amazon, tout simplement. C'est en impression à la demande, donc ça change rien. Vous pouvez donc le commander en ligne et vous le recevez dans la semaine. D'accord. Donc, vous vous appelez Émilie Sablon et le titre, c'est Enflammé. Vous avez une phrase pour terminer l'émission? Eh ben, écoutez, moi, je voudrais vous remercier pour cette interview. Je vous remercie d'avoir découvert mon roman et... Merci beaucoup, Joël. Roman initiatique à lire au chaud ou au froid, parce qu'il y a les deux dans le livre. Oui. Je vous remercie beaucoup, Émilie. À bientôt. À bientôt, Émilie. Merci. Merci, au revoir.